Maître Alex Ursulé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat de l'un des assassins les plus dangereux de l'histoire de la France, en la personne de Guy Georges. La défense d'un personnage comme Guy Georges, vous avez lu l'antagonisme de la presse française. Comment se porte aujourd'hui votre client? Écoutez, ça va faire maintenant 10 ans. Il a été condamné à 22 ans de prison. Une peine définitive de 22 ans, c'est-à-dire qu'il fera le maximum de sa peine. Il se porte comme un homme qui est en prison. Vous êtes un pénaliste reconnu et de renommée internationale. Vous avez eu aussi à gérer le dossier d'un des Sénégalais les plus illustres, en la personne de Idrissa Seck. Et vous êtes un des concepteurs ou l'une des rares personnes qui a eu connaissance de ce fameux protocole de Rebeuss. C'est quoi exactement? Alors écoutez, c'est une affaire qui me rappelle de bons souvenirs parce que Idrissa Seck m'a fait l'honneur de me désigner pour assurer sa défense, à côté d'autres confrères, dont le bâtonnier Ivens, mais également des confrères du Sénégal, du barreau de Dakar. Et je suis venu 4 ou 5 fois assurer la défense d'Idrissa Seck. Je dois dire que c'est un de mes plus forts souvenirs professionnels parce que je suis arrivé à Dakar pour la première fois sans préjugés, sachant que c'était une terre qui avait une grande importance pour moi, puisque étant originaire de la Martinique, je connaissais le lien qu'il y avait entre Senghor et Césaire, et toute la tradition des grands écrivains sénégalais, de la culture sénégalaise. Donc je suis venu en toute innocence, disait Wajdi, et puis je suis tombé malheureusement sur une réalité qui était la réalité du pouvoir de M. Wade, le président Wade. Qu'est-ce que contenait exactement ces fameux protocoles de Rebeuss? Ce qui m'avait le plus frappé, c'était que la relation entre M. Idrissa Seck et M. Wade était excellente jusqu'au jour où Idrissa Seck avait fait preuve d'un peu plus d'ambition que d'habitude, c'est-à-dire qu'il disait que le moment était venu de se présenter à l'élection présidentielle. Ça n'avait pas plu à M. Wade et il l'a fait mettre en détention. Il l'a fait mettre en détention pour le salir et surtout pour l'empêcher d'être candidat au présidentiel. Je me souviens qu'à l'occasion de conférences de presse et à l'occasion notamment des audiences à la Chambre de l'instruction, j'avais eu l'occasion de stigmatiser cette attitude de M. Wade, de dire que ce n'était pas digne de sa part, parce qu'il était un ancien avocat, que ce qu'il avait vécu à l'époque où il était dans l'opposition ne lui interdisait de faire vivre cela à quelqu'un d'autre, qu'il plongeait son pays dans une forme de barbarie morale, dans la mesure où le pouvoir, lorsqu'il est à ce point utilisé et dévoyé, s'apparente à une barbarie. On n'est plus dans la démocratie. Et je lui avais dit, et je sais que ça ne lui a pas plu, qu'il fallait qu'il fasse attention, que les choses, le vent pouvait tourner, et qu'un jour, ce qu'il faisait à Idrissa Seck, on pourrait le faire à lui ou à son fils. Et qu'il pousserait les mêmes cris que nous étions à l'époque en train de pousser, c'est-à-dire des cris contre la barbarie. Et je dois dire que je n'ai pas été surpris de l'entendre comme une bête blessée, stigmatiser le pouvoir actuel qui aurait, d'après lui, mis en détention injuste pour des raisons politiques son fils Karim. À vous entendre, Idrissa Seck n'aurait été qu'une simple victime qui n'a jamais détourné. Son seul tort aurait juste été d'avoir des ambitions présidentielles et depuis en 2007-2004 déjà. Absolument.
Absolument, c'était tout le monde, personne n'a été dupe, hein, ni au Sénégal, ni en France, ni à aucun endroit du monde. Tout le monde a su que ce dossier était vide, totalement construit pour déstabiliser celui que Wade, mais également que beaucoup de Sénégalais considéraient comme un successeur éventuel, potentiel, qui était très bien placé à l'époque, selon le bon plaisir du roi, car le pouvoir à ce stade s'apparente à un pouvoir monarchique. On est un roi. Mais un roi, comme on n'en fait plus, aujourd'hui il y a des royautés, mais il n'y a pas de royauté apparentée à des barbaries. Je vois le roi des Belges ou en Espagne, il y a une démocratie à côté qui protège le citoyen des excès possibles du roi. Et là, Idrissa Seck a été victime du fait du prince ou du fait du roi. Idrissa Seck, victime des faits d'un prince. Aujourd'hui, le fils Wade, Karim pour ne pas le nommer, victime des faits d'un prince. Je ne connais pas le dossier. Je ne sais pas si Karim est coupable ou innocent. Ce que je sais, c'est que quand j'entends les cris du père, je me dis que il crie beaucoup trop fort, comme si ça arrivait pour la première fois au Sénégal, et comme s'il ne se souvenait pas qu'il y a même pas quelques années, nous étions dans exactement les mêmes circonstances. Donc je lui conseillerais, moi, de crier un peu moins fort pour être crédible. En plus du père, il y a aussi les avocats, notamment Maître Olivier Sûr et tous ses confrères français qui sont avec lui sur le terrain, qui sont aussi en train de crier du fait qu'il soit victime d'injustice de la part du tribunal sénégalais. Comment analysez-vous tous ces faits, vous, le noir, qui vivez en France? Écoutez, moi, je suis allé plaider, j'ai plaidé devant la chambre de l'instruction à Dakar. J'ai rencontré le juge d'instruction, je suis allé saluer le président du tribunal, le président de la cour criminelle. J'ai rencontré des magistrats dignes de ce nom. Alors, est-ce que le fait d'être noir a fait que j'ai eu un comportement, une attitude adaptée à l'endroit où j'allais exercer ma mission, même si elle était difficile, parce qu'il s'agissait de se battre pas seulement pour la liberté, mais contre un pouvoir, celui du président Wade. Je ne connais pas le dossier de Karim, simplement j'indique à mes confrères que il ne faut pas stigmatiser le juge, quel qu'il soit, selon qu'il soit blanc ou noir, et que le racisme, avant de crier au loup, il faut regarder devant sa porte. Et en France, notamment dans les départements, ce qu'on appelle les départements d'outre-mer, la Martinique, Guadeloupe, où on est amené à plaider tous les jours, on s'aperçoit que là, il y a des juges blancs qui font, eux, preuve de racisme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de condescendance de la part de ces avocats français de Karim Wade quand on voit que l'un de ses conseils un jour a refusé de se lever face à l'entrée du tribunal? Écoutez, vous me parlez de faits que je n'ai pas vécu, hein, donc je sais que l'avocat n'est pas aux ordres du tribunal, mais il doit faire preuve d'une certaine courtoisie vis-à-vis des magistrats devant lesquels il plaide. Hein. S'il est une tradition de se lever, il est évident que les magistrats peuvent prendre mal le fait de rester assis lorsque tout le monde se lève. Revenons à Idrissa Seck. Pourquoi, selon vous, l'homme que vous dites qui avait toutes les chances de devenir président de la République a échoué? Vous savez, la politique, c'est un long chemin. Il a peut-être échoué hier, il a échoué aujourd'hui, mais demain. Qui a dit qu'il ne réussira pas? François Mitterrand s'est présenté 3 fois avant d'être président de la République. Donc c'est un long chemin. Et puis, je ne m'y connais pas assez malheureusement pour entrer dans les détails de la politique. Moi, quand je suis venu, j'ai vu l'accueil
qui avait été réservé quand il avait été mis en détention. Je me souviens vraiment de l'émotion de ces enfants qui couraient après le convoi pénitentiaire qui amenait à la maison d'arrêt Idrissa Seck, la Bosse. Je me souviens qu'il y avait des militants qui étaient rassemblés autour du palais de justice, qui ne voulaient pas que Idrissa Seck perde la liberté. Je me souviens d'affrontements qu'il y a eu à la sortie de ce palais de justice parce que les militants ne pouvaient pas imaginer qu'il perdrait ainsi la liberté, et d'affrontements avec la police de M. Wade. Et je dois dire que ça m'avait marqué parce que j'avais vu une violence brutale, une violence barbare qui m'a rappelé les pièces d'Aimé Césaire, Une saison au Congo et la tragédie du roi Christophe. La tragédie du roi Christophe. Je veux dire par là que quand on est au pouvoir, qu'on est président et qu'on bascule dans un acte de pouvoir absolu avec l'aide de la police, et des gendarmes et de l'armée, on est dans la barbarie. Idrissa Seck a-t-il les chances de revenir un jour dans la course, tout en sachant qu'il traîne la lourde accusation de voleur de deniers publics, comme l'ont accusé cette accusation ne repose absolument sur rien. Il a été lavé de tout soupçon. La preuve, c'est que le dialogue s'est ensuite opéré avec les uns et les autres. En tout état de cause, il lui appartient de se situer à nouveau sur l'échiquier. Bon, il ne m'appartient pas de commenter. La seule chose que je peux dire, c'est que les seuls combats qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on ne mène pas. Aujourd'hui, Idrissa Seck élargi, Karim Wade en prison. Vous aviez dit au père que le retour du bâton pouvait s'opérer. Comment analysez-vous toutes ces données? C'est toujours... vous savez, moi, je ne connais pas le dossier, donc je ne sais pas ce qu'on reproche à Karim Wade, et je ne sais pas comment est-ce que l'accusation tient ou pas. Bon. Mais je me dis que le nouveau président, qui a l'appui de la communauté internationale, je ne vois pas dans quelle mesure il pourrait faire ce qu'a fait le président Wade. Aujourd'hui, le regard est encore plus... il y a plus d'acuité encore sur le fait qu'on empêche de poursuivre injustement quelqu'un. C'est encore plus regardé qu'il y a 10 ans. Donc, je ne veux pas faire d'ingérence dans les affaires d'aujourd'hui, puisque je ne connais pas le dossier. Vous avez été l'avocat de l'un des otages les plus célèbres, en la personne de Thierry Doll, arrêté avec des membres de Areva au Mali par AQMI. Comment se porte aujourd'hui cet homme dont vous défendez les intérêts? Alors Thierry Doll est resté pendant 1300 jours, je crois 3 ans et demi, dans le désert, parce qu'il était français. Il est originaire de la Martinique. Il a été libéré et aujourd'hui il se reconstruit. Je dois dire que dans ma vie, j'ai rencontré déjà des hommes qui ont vécu des choses difficiles. Hein. J'ai défendu des affaires où on touchait du doigt la misère humaine, le malheur. Mais là, le contact que j'ai eu avec Thierry m'a bouleversé parce que c'est un jeune homme, il a 33 ans, il en avait 30 au moment des faits, même pas 29 ans. Il était marié, il était un brillant ingénieur, et au nom de Dieu ou d'Allah, on l'a séquestré, on lui a fait toutes sortes de sévices, et finalement, on a un peu brisé une partie de sa vie.
Et aujourd'hui, il se reconstruit. Il se reconstruit. Et il a des séquelles sur le plan physique, bien sûr, et puis sur le plan psychologique, parce que c'est une méchanceté, c'est une cruauté que d'attacher un homme à un arbre, de l'obliger à dormir à même le sol, de le laisser sans protection pendant des années contre les intempéries, que ce soit le soleil ou l'extrême froid sous la pluie la nuit, sans soin, avec ces manipulations, ces menaces de mort, cette torture psychologique, et finalement cette chosification, c'est-à-dire qu'on transforme un homme en chose. Et ce que je vois en ce moment à la télévision me glace des fois, de même que je crois glace des fois le monde entier. Ces exécutions, ces décapitations en direct, au nom de Dieu. Est-ce que Thierry a repris une vie? Est-ce qu'il a recommencé à travailler? Écoutez, il a droit aujourd'hui au respect de cette vie privée-là, de cette discrétion, voire de ce secret sur sa vie, parce que comme tous ces otages, quand ils reviennent à la liberté, et ils sont rares ceux qui reviennent à la liberté, hein, il y en a plus que l'on retrouve morts que libres, ils doivent réapprendre à vivre. Et donc, c'est souvent auprès des siens, sur ses terres, dans la maison familiale, que l'on reprend ses repères, reprend ses marques. Ce qui est le cas de Thierry Doll, et je dois dire que je vois au fur et à mesure renaître au fond de son regard la lumière de l'humain vivant. Car ce qui m'avait frappé quand je l'ai rencontré quelques jours après sa libération, c'était comme une lumière éteinte au fond de ses yeux. Vous êtes l'avocat d'un célèbre prisonnier, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, qu'on a surnommé l'assassin de l'Est parisien. Je crois que cela vous a valu l'antagonisme ou l'animosité de beaucoup de Français, notamment des policiers. On en arrive à cette histoire qui vous a opposé un soir lors d'un banal contrôle routier avec des policiers. Comment ça s'est passé cette soirée? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, c'est une histoire qui avait défrayé la chronique à l'époque, il y a une dizaine d'années. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi me tutoyez-vous ?», où j'avais raconté cet incident, où j'étais sur une moto avec un casque, avec un toit, vous savez, c'est les motos où on n'a pas besoin d'avoir de casque, à un feu. Je revenais du palais de justice, où je plaidais une affaire des écoutes téléphoniques de l'Élysée. Je plaidais pour un journaliste qui mettait en cause la cellule policière de l'Élysée, qui avait écouté un certain nombre de personnes pour François Mitterrand. Et à 14 heures, à un feu, 3 policiers en vélo passent devant le feu, sur le passage clouté. Alors, pourquoi? Je n'ai jamais compris. L'un d'eux m'a regardé curieusement. J'ai soutenu son regard. Je n'étais pas en contravention, j'étais simplement au feu. Il s'est approché de moi, il m'a dit « Garde, mets ta moto là ». Donc déjà, un tutoiement. Et ensuite, il m'a dit « Est-ce que tu as les papiers du véhicule ?» Donc j'étais très surpris par cela. J'étais habillé en costume, j'étais pas... je pense qu'à l'époque, je bénéficiais déjà d'une certaine notoriété, puisque notamment dans cette affaire, il y avait une certaine médiatisation, il y avait également la médiatisation de Guy Georges. Donc, je pense qu'il savait qui j'étais. A-t-il voulu se payer un avocat?
a-t-il voulu s'amuser avec un noir bref, moi j'étais très serein, très décontracté, sachant que j'étais pas que j'étais en règle. J'ai présenté mon permis, car je n'avais pas mon passeport sur moi, j'avais simplement mon permis, je crois, et ma carte professionnelle d'avocat. Et en lui précisant qu'il pouvait me verbaliser si ça lui plaisait, mais je ne sais pas de quel délit, mais qu'il n'avait pas le droit de me tutoyer, et que je lui refusais ce droit en tout cas. Alors il a dû me trouver un tout petit peu trop arrogant d'exiger le respect des principes. Comment un noir peut s'adresser ainsi à un policier? Dans sa tête, je pense qu'il pensait que c'était possible, qu'il avait le droit de se comporter ainsi, que le noir n'avait qu'un droit, celui de se taire. Et donc, je n'ai pas réfléchi, j'ai spontanément indiqué cela, et puis malheureusement, j'ai mis les doigts dans un engrenage, car à ce moment-là, il m'a dit « Ah, tu es un rebelle. Tu es un rebelle. » Je lui ai dit « Non, non, je ne suis pas rebelle. Hein. Je suis un citoyen respectueux des principes. Simplement, je vous demande de ne pas me tutoyer, monsieur. » Il m'a dit « Ah bon, d'accord. Alors on va te faire la totale. On va te faire la totale. » Et à ce moment-là, ça a dégénéré. Et ils m'ont menotté, ils m'ont attaché, m'ont emmené dans un commissariat. Et heureusement, je suis resté très calme. Car ils ont tout fait pour me faire sortir de mon calme. Mais étant un professionnel, je savais bien qu'il y aurait eu un après. Et cet après a duré 6 ans, 7 ans. Est-ce que dans l'objectif de certains policiers, il ne faut pas rendre les Noirs un peu hyperchondriaques, de sorte à les pousser à avoir toujours peur, de se sentir pas chez eux? Je crois que ce n'est pas seulement chez les policiers. C'est-à-dire que je crois qu'en France, il y a un problème. On parle beaucoup de l'antisémitisme de la France, mais je pense que la France n'est pas qu'antisémite, elle est aussi raciste. Et je pense que c'est lié à la part sombre de son histoire, qui est la part coloniale de la France, et qui est une part vécue dans la honte, qui n'est pas assumée. Et qui, contrairement aux États-Unis par exemple, qui aujourd'hui permet à un homme noir de vivre à la même hauteur qu'un homme blanc, la preuve c'est que ça va faire 2 mandats que le président, sa femme et ses enfants sont noirs et sont installés à la Maison Blanche. En France, non. En France, il y a toujours, pour le noir en tout cas, ce sentiment d'une supériorité qui est lié à la colonisation, à l'esclavage, où le blanc a toujours, quel que soit le niveau intellectuel, quel que soit le niveau social, le sentiment qu'il est supérieur à l'homme noir. Et qu'à ce titre, l'homme noir lui doit allégeance. Et contre toute attente, au XXIe siècle, on a encore ce genre de considération à l'intérieur de beaucoup de têtes en France, de têtes aux yeux bleus. Si on s'attaque à un symbole comme vous, l'avocat, l'une des rares belles voix de la France, pour paraphraser l'autre, comment pensez-vous que les policiers français censés faire respecter la loi peuvent se comporter parfois avec des citoyens? Oui, c'est bien ça qui a été en fait, qui m'a déterminé quand je suis sorti de cette sidération, parce que j'ai été sidéré d'être aussi traité comme ça, d'être maltraité à ce point, vraiment comme un délinquant. Et je me suis dit, si toi tu ne bouges pas, si tu ne dénonces pas, si tu ne les dénonces pas, personne ne le fera. Il faut le faire.
Et je l'ai fait, je suis allé, j'ai fait un livre, j'ai écrit un livre, je suis allé sur toutes les ondes, et je crois que ça a porté, parce qu'à partir de là, on a un mot de loi, les différents ministres de l'Intérieur ont un petit peu essayé de faire en sorte qu'un équilibre se fasse. À l'école de police, on a commencé à apprendre un peu de géographie, à apprendre un peu de psychologie aux policiers blancs vis-à-vis du noir qui est dans la rue, qui n'est pas forcément un délinquant, et en tout cas pas forcément un homme à abattre. Cette histoire qui vous est arrivée rappelle aussi une autre qui, je crois, pendant l'année dernière, avait défrayé la chronique, notamment cette femme qui a été battue par un groupe de policiers parce que son époux aurait été un peu agité lors d'un banal contrôle routier. Je crois que l'affaire a finalement terminé sur un non-lieu. Vous savez, des affaires comme celle-ci, j'en avais déjà plaidé en tant qu'avocat. Et j'en ai plaidé depuis. La plus belle histoire, c'est quand même celle de cet homme qui est en cours, hein, qui va prendre le train à Creil, comme tous les matins, pour se rendre à son travail. Et là, il y a un contrôle de police. Il voit bien qu'on contrôle uniquement les Noirs. Donc, arrive son tour, c'est un homme noir, bien habillé, et on le contrôle. On lui demande sa carte d'identité. Avant lui, dit-il, une femme blanche. Après lui, un homme blanc, à qui on ne demande pas les papiers, mais lui, on lui dit vos papiers. Et lui, très bien éduqué, très structuré, dit, mais écoutez, je veux bien, hein, mais il faudrait m'expliquer le principe. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui, pas elle et moi? Et la réponse du policier vaudra son pesant de cacahuètes. Il va parler du principe d'extranéité. Alors, cet homme va rester très calme, mais va continuer l'interrogation. Est-ce que vous avez la commission rogatoire, enfin le titre du parquet qui vous donne le droit de faire ce choix parmi tous ceux qui passent comme ça de façon aléatoire. Toi le noir, tu es arrêté, pas toi le blanc, toi le noir, pas toi la blanche, toi le noir. Là, devant ce questionnement et devant témoin, on l'a menotté. Il s'est laissé faire, il n'a pas résisté. Et curieusement, on l'amenait derrière les trains. Et c'est au moment d'être présenté à l'officier de police judiciaire qu'ils se sont interrogés sur sa nationalité. Il dit « je suis français ». On lui dit « comment tu le prouves ?» Il dit « mes papiers sont dans ma poche, il suffit de les prendre et vous verrez bien, de me laisser prendre ». Et lui, malheureusement, il est menotté. Le policier plonge sa main dans son portefeuille, ouvre, et oh, malheur, oh, patatras. Bien sûr qu'il tombe sur une carte d'identité française, mais il tombe surtout sur une carte de police. Car c'était un policier noir qui était dans la police française depuis 34 ans, travaillant à Paris. Alors évidemment, quand ils ont réalisé cette bévue, à ce moment-là, ils ont voulu rectifier, s'excuser. Et ça va faire 6 ans que j'essaie d'obtenir la réparation et la reconnaissance de la culpabilité de ce comportement raciste des policiers blancs qui interpellent un des leurs, mais qui ne lui confère pas cette qualité parce qu'il est noir. Et ce qui est incroyable, c'est la solidarité du système judiciaire qui protège, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Et je fais ça avec le bâtonnier Charrière-Bournazel, qui est un grand combattant des droits de l'homme. Et nous nous battons en France, devant la cour d'appel aujourd'hui de Rouen, je crois, ou d'Amiens, de Rouen, pour faire valoir
les droits d'un homme noir à être traité comme un homme simplement.